Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 27 octobre. Faciliter les rencontres avec les citoyens, rester en contact avec le terrain, ce sont les principaux objectifs des permanences itinérantes mises en place par de nombreux élus locaux. Dans la 3e circonscription des Yvelines, la députée de la République En Marche, Béatrice Piron, était présente ce vendredi à Villepreux. François Bélanger, notre invité fil rouge pour cette émission, président d'honneur de la Confédération française des retraités. Nous évoquerons notamment avec lui la hausse de la CSG qui concernera 2,5 millions de retraités sans compensation l'an prochain. Enfin, dans le reste de l'actualité locale, retour sur la recherche de mécènes pour le potager du roi à Versailles ou encore la mise en place du périmètre urbain à Guyancourt. C'était donc une promesse de la campagne des élections législatives. En plus de sa permanence fixée à Bailly, la députée de la République En Marche de la 3e circonscription des Yvelines, Béatrice Piron, a lancé au mois de septembre un cycle de permanence itinérante. Le principe est simple, l'élu va directement à la rencontre des habitants de la circonscription qui comprend 13 communes. Ce matin, le rendez-vous était fixé à Villepreux. Patrick Jacques de Dixmude et Grégory Canal. Elle essaye de tenir un rythme d'environ 9 permanences itinérantes par mois. Mais une fois n'est pas coutume, ce matin, il n'y avait personne pour rencontrer Béatrice Piron à l'hôtel de ville de Villepreux. Les rendez-vous programmés s'étant annulés en dernière minute. En général, j'ai 2 ou 3 rendez-vous par séance. Alors, ça semble s'estomper un petit peu parce qu'il y avait au départ beaucoup d'attentes. Donc, j'avais eu jusqu'à 4 rendez-vous ou plus qu'on me demande au mois de septembre. Et là, lorsque ce sont les vacances ou pas, ça commence à se calmer un petit peu. Présente à l'Assemblée nationale du mardi au jeudi, la députée a bloqué sur son agenda les lundis et vendredis pour rencontrer la population. Elle va se rendre ainsi régulièrement dans 12 des 13 communes de la circonscription. Seule la ville du Chesnay a refusé d'accueillir la parlementaire faute de salles disponibles. Ces moments de discussion permettent à l'élu de rester connecté avec son territoire. Ça me permet de découvrir et de mieux appréhender mes dossiers. Au lieu d'être purement législatif, je prends connaissance de faits particuliers, de dossiers particuliers. Ça me permet aussi de rentrer en contact avec des élus ou des administrations du département. Les sujets abordés lors des permanences itinérantes sont variés, des difficultés avec l'administration aux problèmes routiers, une démarche de rencontre qui plaît aux Villepreusiens, même s'ils regrettent de ne pas avoir été mis au courant de la venue de leurs députés. Non, je trouve ça très bien, il faut qu'elle aille au contact des gens. C'est très important parce que franchement, on peut les rencontrer, on peut leur parler. Je la trouve excellente à partir du moment où on nous prévient. Mais là, on n'a pas été prévenus. Non, moi, je ne savais pas, il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien. Prochaine permanence itinérante le 3 novembre à la mairie des Clés-sous-Bois. Les rencontres avec l'élu se font uniquement sur rendez-vous. Les opposants d'Emmanuel Macron évoquent une mesure profondément injuste. Le gouvernement et les parlementaires de la République En Marche, eux, évoquent une mesure qui va revaloriser le travail. J'évoque évidemment la hausse de la CSG qui a été votée dans la nuit de mercredi à jeudi à l'Assemblée nationale. Elle concernera notamment tous les retraités qui gagnent plus de 1 400 € par mois. Alors, est-ce une mesure réellement injuste? Nous allons poser la question à notre invité fil rouge de ce vendredi, François Bélanger. Bonsoir. Bonsoir. François Bélanger, vous êtes le président d'honneur de la Confédération française des retraités, une association qui vise à faire entendre, comme son nom l'indique, le droit des retraités. Et donc, en toute logique, on comprend que vous êtes opposé à cette hausse de la CSG qui va impacter les retraités. Dans un communiqué, votre confédération indique notamment qu'il s'agit d'ostracisme. Le mot est assez fort. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, on cherche à marginaliser clairement les retraités de la société ? Alors, je ne crois pas qu'on puisse... que la Confédération s'est réellement exprimée comme ça. Par contre, la grogne monte de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, autant, si vous voulez, la hausse de la CSG n'était pas en soi quelque chose contre laquelle la Confédération s'offusquait, la Confédération a des adhérents qui sont des citoyens à part entière et ils comprennent très bien qu'on puisse lever un impôt supplémentaire, la CSG, et quitte à donner effectivement du pouvoir d'achat supplémentaire aux actifs. Jusque-là, c'est quelque chose que l'on peut comprendre, et que l'on peut admettre. Par contre, il y a des choses que l'on ne peut pas admettre. Et c'est qu'effectivement,
toutes les catégories sociales ont des contreparties. Alors les actifs, c'est des contreparties carrément positives, mais Oui, les parce que autres... leur pouvoir d'achat va augmenter Absolument. avec la Le suppression pouvoir de d'achat va certaines augmenter cotisations parce sociales. que c'est financé effectivement par la CSG. Mais les autres catégories sociales ont aussi des contreparties. Je cite par exemple la fonction publique. La fonction publique, bien sûr, n'a pas enfin, je veux dire, les actifs payent la CSG comme tout le monde, mais la fonction publique aujourd'hui paye une cotisation de 1% de solidarité pour le chômage. Il ne risque pas d'être chômeur, et donc il y a quelques années, une cotisation de 1% de solidarité a été instituée à la charge des fonctionnaires. Cette cotisation va être supprimée. Ils ont donc une contrepartie positive à la suppression de la CSG. Ce qui n'est pas le cas du coup pour les retraités. Le gouvernement dit quand même que pour notamment les retraités qui vont payer la hausse de la CSG, ceux qui se situent au-dessus de 1 400 €, ils vont aussi bénéficier progressivement de la suppression de la taxe d'habitation qui va neutraliser, selon le gouvernement, une nouvelle fois, qui va neutraliser l'effet. Et ça jusqu'à 2 500 € par mois. En gros, les seuls pénalisés concrètement, comme vous le dites, ce sera ceux qui gagnent plus de 2 500 € par mois. Je conteste formellement cette façon de raisonner. L'exonération de taxe d'habitation concerne tout le monde. Et donc les actifs en dehors du supplément de pouvoir d'achat dont on vient de parler bénéficieront aussi de l'exonération de taxe d'habitation. Et vous voulez quelque chose en plus? C'est quelque chose en plus. Alors que les vous avez une retraités, idée précise, par exemple, ce qu'on pourrait faire pour les retraités aujourd'hui, ce qu'on pourrait absolument. supprimer pour eux? On a effectivement écrit au président le 15 juillet en lui disant qu'effectivement, il y avait un problème du côté des retraités et qu'il y avait 2 mesures à examiner pour que les retraités puissent se sentir traités équitablement. Première mesure, les retraités du secteur privé sont les seuls, mais je dis bien les seuls aujourd'hui, à payer une taxe d'assurance maladie de 1%. Sur les retraites complémentaires, ARCO et AGIRC, il y a une taxe d'assurance maladie de 1%. Vous voulez sa suppression? On demande sa suppression. Vous aviez écrit au Premier ministre, est-ce qu'il vous a répondu depuis? Alors on a écrit au Président de la République. Au Président de la République directement, est-ce qu'il vous a répondu? Alors il nous a répondu en disant qu'il transférait le dossier à M. Darmanin, donc le ministre en charge des comptes publics. Ouais. Qui assume d'ailleurs complètement on va dire de faire payer, entre guillemets, si on peut utiliser cette expression, qui assume clairement, le gouvernement assume la politique de faire payer clairement les plus aisés des retraités, puisque leur argument, une nouvelle fois, c'est de dire que ceux qui gagnent plus de 2 500 € seront lésés dans cette hausse de la CSG. Je conteste formellement, c'est pas plus de 2 500 €. Encore une fois, l'exonération de la taxe d'habitation concerne tout le monde, donc elle bénéficie à tout le monde, y compris les actifs. Pour les retraités, si vous voulez, d'abord, c'est pas 1400, c'est 1200. À partir de 1200 €. 1200 € entre 60 et 65 ans, et au-dessus de 65 ans, ça sera 1380, je crois. Bon, 1200. Donc à 1200, dire qu'on est un retraité aisé, déjà, je trouve que c'est un abus de langage. Bon, mais ceci étant, si vous voulez, encore une fois, tout le monde a une compensation. Je ne parle pas, encore une fois, de l'exonération de taxe d'habitation qui concerne tout le monde. Ça, tout le monde l'a, enfin, à condition de remplir les chiffres qui ont été donnés pour en bénéficier. Par contre, en dehors de ça, en plus de ça, les actifs ont des compensations, les fonctionnaires ont des compensations, mais les travailleurs indépendants ont des compensations et les retraités, rien. Est-ce que vous comprenez aussi peut-être la philosophie du gouvernement, une nouvelle fois, qui assume et qui dit en gros que, j'utilise les mots de la majorité, qu'ils assument que ce soit les plus aisés, les retraités les plus aisés qui paient pour les actifs, pour les plus pauvres d'actifs. Est-ce que vous comprenez cette philosophie de faire payer les anciens les plus... Je comprends la philosophie, mais ce que je ne comprends pas... Et qui parle d'ailleurs de solidarité intergénérationnelle. Justement. Bon, donc d'accord pour ces mots-là, mais à condition que ça corresponde à une réalité. D'abord, parler de retraités aisés quand on dépasse 1200 €. Alors, encore une fois, le gouvernement, lui, parle surtout des retraités au-dessus de 2500. Non, mais ça, c'est un abus de langage. Parce que, encore une fois, l'exonération des taxes d'habitation, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les retraités, c'est pour tout le monde. Mais qui en profitent aussi, du coup. Les retraités en profitent aussi. Les retraités ça neutralise l'effet hausse CSG. Non, les retraités en profitent, mais les actifs, alors, ils n'en profitent pas peut-être. Donc, les actifs ont non seulement l'effet de la solidarité intergénérationnelle dont vous parlez, mais en plus,
ils ont l'exonération de taxe d'habitation. Voilà. Et c'est là que, si vous voulez, les retraités ne comprennent pas. Il n'y a aucune raison qu'ils soient les seuls à payer une cotisation d'assurance maladie. Plus personne n'en paye, plus personne. Fini. Je parle des personnes physiques, hein. Je ne parle pas des entreprises. Certains disent aussi que finalement ce sont les retraités qui profitent le plus des soins, de l'assurance maladie, ce qui paraît logique, puisque quand on vieillit, on a peut-être plus besoin de soins. Du coup, est-ce que là aussi, il n'y a pas une forme de logique à ce que ce soit les retraités qui payent un peu plus que les autres, puisque aussi, on connaît la problématique, le nombre de retraités augmente, le nombre d'actifs ne suit pas la même courbe, du coup, on risque d'avoir un déséquilibre à un moment si on regarde... Je ne pense pas que vous puissiez résoudre comme ça le problème de la consommation médicale plus importante des personnes âgées. Ce n'est pas en imposant les seuls retraités du secteur privé, déjà, hein, c'est quand même complètement anormal, et sur les retraites complémentaires, encore anormal. Donc, si vous voulez, c'est certainement pas une solution qui puisse s'expliquer par la consommation supérieure de soins de santé des personnes âgées. Plus généralement, je voulais avoir une autre réflexion avec vous sur ce fameux ratio actif-retraité qui permet de financer les retraites aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un système de répartition, c'est-à-dire que les actifs paient pour les retraités d'aujourd'hui, ils cotisent aussi pour les leurs demain. On sait qu'il va y avoir un problème avec ce ratio, il y a de plus en plus de retraités, et c'est une bonne nouvelle avec l'allongement de la durée de vie. La courbe d'actifs ne suit pas. Comment on pourrait résoudre ce problème qui arrive, qui pointe son nez? Tout le monde sait que c'est une échéance importante qui arrive. Quelle solution, selon vous, on pourrait mettre en place? Revoir ce système de répartition? Non, certainement pas. Je pense que le système de répartition est le plus sûr moyen de gérer les retraites. Mais qui sera suffisant, du coup, à long terme? C'est suffisant à condition que les actifs partent à un âge suffisamment avancé pour permettre un ratio démographique. Il faut pousser encore l'âge de la retraite, c'est ce que soit le pousser, comme voulait le faire François Fillon, c'était dans sa campagne, il voulait remonter l'âge de la retraite, soit instituer un système de retraite qui incite les salariés à travailler plus longtemps. C'est-à-dire ? Alors, en deux mots, si vous voulez, la Confédération française des retraités a beaucoup travaillé sur le régime de retraite dit suédois, c'est-à-dire le régime universel de retraite, à point ou à capital national, peu importe. On a même préparé un projet de loi. On a passé ce projet de loi aux équipes d'En Marche. Et D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit qu'il était favorable à ce régime universel des retraites pendant la campagne. Et on a eu l'excellente surprise de voir que Emmanuel Macron, effectivement, mettait dans son programme, c'est plus qu'acceptait, mettait dans son programme, effectivement, l'institution d'un système de retraite. Juste, on peut expliquer à ceux qui nous regardent, mais un régime universel des retraites, ça veut dire même droit et même obligation pour tous, concrètement? Exactement. Concrètement, ça veut dire ça. C'est-à-dire une équité complète. Il y a plus personne ne peut dire le voisin est mieux traité que moi. Tout le monde est traité de la même manière. Vous y croyez ça en France? Vous pensez que c'est possible de le mettre en place? Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de systèmes de retraite, c'est à l'image de beaucoup de 36 domaines. À peu près, c'est l'ordre de grandeur. Donc ça compliquera un petit peu les choses, si vous voulez. Dans notre projet de loi, on a estimé qu'il faudrait environ 5 ans pour mettre en place le mécanisme et le déclencher, parce qu'il n'est pas question d'attendre que le nouveau quinquennat pour le faire. D'ailleurs, Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a repris. C'est engagé, on verra s'il le fait. Ce sera peut-être dès 2018 l'un des chantiers. Dernière question très, très rapidement. On sait qu'en ce moment, il y a plein de mouvements sociaux. Il y avait une manifestation des retraités fin septembre. Votre confédération n'a pas été, on va dire, invitée par les syndicats. Est-ce que vous appelez, vous, les retraités, par exemple, à se mobiliser, à manifester leur mécontentement dans la rue? Est-ce que des actions vont être mises en place? Est-ce que c'est un moyen d'action pour vous? Ça ne nous paraît pas être un très bon moyen d'action. Alors, en dehors du fait qu'effectivement, on n'a même pas été invité. Mais même si on avait été invité, je veux dire que si vous faites une manifestation qui est un échec, et en gros, la dernière manifestation est un échec, d'accord? Car peu de mobilisation, ou en tout cas, les médias qui ne suivent pas forcément... Puis de toute façon, le nombre de gens mobilisés était faible. Quand vous avez un échec de ce type, pour les politiques, c'est un aveu de faiblesse. Les politiques gèrent des
des pouvoirs de force. En fonction donc, de la masse absolument. Donc, quand vous manifestez une faiblesse, une manifestation arrêtée, c'est une faiblesse, eh bien, c'est contre-productif. Merci François Bélanger d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur de la Confédération française des retraités et j'ajoute d'ailleurs que vous vivez dans les Yvelines. Merci encore à vous et puis bon week-end. Merci. Attention, si vous empruntez ce week-end les transports en commun, la ligne N du Transilien sera interrompue entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantier dans les deux sens de circulation. Trafic stoppé de samedi à partir de 13h pour 24 heures. La raison des travaux de modernisation et extension du réseau. Les lignes de bus régulières sont, elles, renforcées pour pallier le manque de trains. Plus d'informations sur transilien.com. On passe maintenant à l'actualité de la semaine. L'actualité marquée cette semaine par la venue d'Emmanuel Macron sur le plateau de Saclay. C'était mercredi, un déplacement du président de la République sur le thème évidemment de l'enseignement supérieur. Il a réaffirmé sa volonté de créer un territoire, sur ce territoire, un véritable Silicon Valley à la française. Plus question en revanche de regrouper l'ensemble des établissements dans la même structure. Le pôle d'excellence du plateau sera scindé en deux branches. D'un côté, Polytechnique et 4 grandes écoles comme Télécom Paris Sud, de l'autre les universités de Versailles 50 en Yvelines, Paris Sud et Centrale Supélec notamment. Autre sujet abordé mercredi, celui de la métropole du Grand Paris. Emmanuel Macron a promis d'être raisonnable sur la question sans rien préciser de plus. Des annonces doivent être faites en la matière en décembre. En politique également cette semaine, Christine Boutin, conseillère départementale et présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate, a annoncé qu'elle mettait fin à sa carrière politique après 40 ans de combat qui l'auront vu notamment s'opposer au mariage pour tous et au Pacs. La rédaction de TV78 a rencontré l'ancienne candidate à la présidentielle pour revenir en partie sur son parcours. Extrait. Le fondement idéologique de mon engagement politique est le respect de la personne humaine, de la conception à la mort naturelle. Voilà. Je pourrais rajouter, comme une cerise sur le gâteau, et pardon pour l'offense qui est faite, c'est que pour moi, tout homme, même le pire des hommes, même le pire de mes adversaires, est aimé de Dieu autant que je le suis. Je dois dire qu'avec l'expérience, autant j'avais l'intuition dans le cœur qui avait été blessée par cette loi sur l'avortement, alors que je mettais mes enfants au monde. L'expérience de ces 40 ans m'ont montré que si l'on touche au plus petit d'entre nous que nous avons tous été, c'est-à-dire l'embryon, c'est l'humanité tout entière qui est touchée. Elle n'a pas démissionné de son mandat, mais a été remerciée par le bureau national du PS. Sandrine Grandgam n'est plus secrétaire départementale du parti. Cette décision est la conséquence du choix fait par l'élu de rejoindre le groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil régional d'Île-de-France avec son mentor politique Benoît Hamon. C'est le numéro 2 des socialistes dans les Yvelines désormais, Ali Rabé, qui a pris la tête par intérim de la fédération. Lui aussi est un proche de Benoît Hamon. Son objectif, préparer le congrès national du PS qui se déroulera en février 2018. Ali Rabé souhaite que l'union des siens soit maintenue à tout prix. On l'écoute. L'enjeu qui va se poser pour moi, mais pour tous les militants du Parti socialiste, c'est est-ce que le prochain congrès sera un moment de débat et de rassemblement du Parti socialiste qui nous permettra d'échanger réellement sur le fond et de contribuer au relèvement de la gauche, qui ne passera pas que par le Parti socialiste. Si la réponse est oui, et j'espère que c'est oui, en tout cas je contribue tous les jours et j'y contribuerai pour que ça le soit, évidemment je resterai au Parti socialiste. Si je constate que l'objectif de ceux qui préparent le prochain congrès, ce sera uniquement d'éliminer tel ou tel socialiste, alors non, je n'y trouverai pas ma place à titre personnel. À Versailles, le saviez-vous, plus de 400 variétés de fruits et 300 de légumes sont produites au cœur de la cité royale au sein du potager du roi. Créé au XVIIe siècle, le lieu doit faire l'objet d'un plan de conservation. Le potager cherche donc actuellement des mécènes pour mener à bien ce projet. Reportage de Camille Lambert et Marie Panetra.
C'est sous l'œil bienveillant de la Quintini que poussent ici plus de 900 variétés de fruits et légumes différents. Il a créé ce jardin d'Éden en 1678 pour alimenter la cour du roi Soleil en produits frais, un lieu unique en son genre qui a traversé les siècles mais ses fondations commencent à vieillir. Nous avons un système hydraulique qui date du XVIIe siècle, qui s'est colmaté. Nous avons des murs qui, avec le temps, perdent leurs enduits et sur laquelle il est très difficile aujourd'hui de faire courir nos espaliers, faire pousser nos espaliers. On n'est pas non plus dans une situation catastrophique. Mais si on n'y pense pas aujourd'hui, si on ne fait pas le travail aujourd'hui, on pourrait le devenir. Pour mener à bien ces travaux, le potager recherche des mécènes. Classé monument historique et au patrimoine de l'UNESCO, c'est aussi un campus pour l'École nationale supérieure du paysage. Terrain d'expérimentation pour les étudiants, il est ouvert à tous. C'est déjà un lieu de création culturelle avec des manifestations. C'est un lieu d'accueil des publics. Il y a 40 000 personnes qui visitent annuellement ce site. Et c'est pour amplifier, en quelque sorte, c'est pour donner encore plus de rayonnement national et international que nous avons besoin d'être accompagnés. Depuis plusieurs années, le potager s'est aussi lancé dans l'agroécologie et la permaculture. Les traitements chimiques sont maintenant bannis, comme dans cette allée utilisée autrefois pour répandre des pesticides. La matière organique qui est récupérée sur les arbres est mise en andin et on cultive des légumes à la place, ici sur bâche, de façon à faciliter la croissance de ces courges et de lutter contre les adventices. Naturellement, on n'a pas besoin de mettre d'herbicides, seules les courges réussissent à prospérer. Autant de qualités que le potager souhaite encore développer et qui ont séduit le World Monument Fund. Cette année, le site a été classé comme menacé par cette organisation américaine, un coup de projecteur pour attirer de potentiels mécènes. À Guyancourt, le conseil municipal a voté récemment la mise en place d'un périmètre d'études pour le centre-ville. L'objectif du dispositif, préserver le village et réguler les constructions de logements. Les explications de Nicolas Dandry. Le village, cœur historique de la commune de Guyancourt, avec l'église Saint-Victor, la ferme fortifiée de Châteauneuf et des maisons anciennes, un espace urbain dorénavant protégé par un périmètre d'études, un outil prévu par le Code de l'urbanisme pour contrôler la construction de logements. Maintenant, à chaque fois qu'une demande de permis de construire sera déposée, la ville a 3 ans pour surseoir sur cette décision, ce qui nous permet de prendre le temps de bien protéger notre village. Objectif, permettre d'étudier les permis de construire pour préserver le patrimoine et l'architecture du centre-ville. Donc là, on est aussi dans des maisons, des bâtiments qu'on veut protéger. Par exemple, cette maison-là, que vous regardez qui est très haute, si vous voyez des vieilles cartes postales de Guyancourt, c'était un hôtel autrefois. Des cas d'espèces différents en fonction de la volonté municipale et de la zone concernée par le périmètre d'études. Un promoteur est arrivé là aussi en nous disant je vais détruire cette maison et construire une centaine de logements. C'était parce que le terrain derrière est assez grand, mais bon, quelque chose de pareil, totalement inacceptable pour nous. Le fait qu'on ait voté ce périmètre d'études permet d'empêcher cela. On a eu des longues discussions avec le promoteur, avec des allers-retours, on leur fait revoir leur projet plusieurs fois et on est arrivé à quelque chose d'acceptable. On a fait baisser le nombre de logements, on s'est assuré de l'intégration dans l'environnement, que ce soit des petits immeubles qui ressemblent plus à des grandes maisons. Enfin, il y a eu tous ces allers-retours avec le promoteur jusqu'à ce qu'on arrive à un accord et finalement le projet se fait maintenant et d'ailleurs je crois qu'ils ont vendu à peu près tout. Cette prérogative municipale va s'étendre sur une durée de 10 ans. Et Guyancourt, toujours dans l'actualité et qui conservera bel et bien son centre de PMI, la protection maternelle et infantile. Le site va déménager dans de nouveaux locaux, ceux de l'ancienne école maternelle Eugénie Coton. Le conseil départemental des Yvelines en charge des PMI a acté l'acquisition du site pour un peu moins de 800 000 €. Il y a 2 ans, élus et habitants s'étaient mobilisés pour réclamer le maintien du centre alors menacé de fermeture. C'est un scandale qui n'en finit plus depuis les révélations concernant le producteur américain Harvey Weinstein à Hollywood. Les accusations d'agression sexuelle se multiplient un peu partout dans le monde et dans tous les domaines. Mardi, la rédaction de TV78 recevait sur son plateau Anne-Claude Ambroise Rendu, professeure d'histoire moderne à l'université Versailles de Saint-Quentin en Yvelines. Elle s'intéresse particulièrement à l'histoire de la pédophilie au 19e et 20e siècle et est revenue notamment sur l'omerta qui entoure de telles affaires. Extrait.
Cet événement-là est peut-être le dernier épisode d'une histoire du genre, d'une histoire des rapports entre les sexes, que ça passe par des violences faites à enfants ou faites à des femmes. Et que cette histoire-là a été placée originellement sous le signe du silence, et parce que ce silence est rendu possible à la fois par des relations de pouvoir et par le développement chez la victime. J'utiliserai ce terme pour l'instant, la victime d'un sentiment de culpabilité. Oui, pendant longtemps, la victime a pu se sentir aussi coupable. Les femmes pouvaient se sentir coupables de viol à tort. Alors, les femmes se sentaient coupables, mais ça, c'est dépendant précisément de ce rapport entre les sexes, parce que tant que les femmes se sont elles-mêmes vécues et ont intériorisé cette représentation-là d'elles comme des corps à disposition, des personnes ou des corps à disposition des hommes, et bien évidemment, elles ne pouvaient que se sentir coupables et qu'intégrer cette dimension-là. Après tout, si je suis l'objet de propositions avancées ou de gestes déplacés ou de violences, c'est parce qu'il y a une espèce de fatalité. Voilà, c'est que d'une façon ou d'une autre, je l'ai cherché, et moi j'ai grandi un peu dans cette représentation-là. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information en direct lundi à 18h sur notre antenne. D'ici là, restez informés et connectés grâce à notre site internet et l'application TV78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.